constat. Je regarde dans la télévision, dans la radio, il y a un espace inauguré pour le tribunal première instance de Port-au-Prince. Elle vient constater son maison habitable qui a 3 chambres à coucher. Pas quoi il y a 4 toilettes. Et puis que nous avons constaté à travers les zones le premier président, deuxième président, troisième président qui vient dire que ont inauguré un espace qui n'a pas un bureau, qui n'a pas une table pour manger. Et puis, ils ont fait discours. Le Premier ministre, le ministre de Justice, ils ont tous viennent là. Même trouvé que la l'État trop bas. Et même gagné 2-3 personnes qui sont en prison, qui ont 7 mois en prison. Même si 7 mois en prison, c'est le thème. Parce que on ne peut pas faire 7 mois dans garde à vue. On ne peut pas faire 6 mois dans garde à vue. La loi prévoit, après 48 heures, on a trouvé une détention prolongée. À cette phase, nous devons venir là, côté commissaire chef là, qui dit que la venir, il était pas arrêté là, il va arrêter. Et nous venons là pour nous gagner la DCPJ, et puis qui permettent que pour nous venir devant le tribunal. Moi-même, avec des confrères avocats, nous faisons une demande. Nous écrivons barreau de Port-au-Prince spécialement. Nous demandons barreau de Port-au-Prince pour prendre des mesures. Pour demander tout avocat barreau de Port-au-Prince pour avocat parler dans des CPJ. Premièrement, pour avocat, parents sont plus facile qu'avocat. On juge des juges, juge de paix, pas qu'à faire un constat dans des CPJ pour les gens qui trouvent dans des détentions prolongées, qui dans des arrestations ou habitaires hautes, pas qu'à commissaire du gouvernement pour gagner tout le monde dans la prison. Et puis, des CPJ seulement et seigneurs. Dans le garde à vue que on dit que c'est dans la prison, quand il y a des CPJ qui viennent avant l'autre système, c'est lui qui fait code de loi, il prend les gens, il met dans l'observation. Même si on a le monde pas kawel, on non X pas kawel, Z pas kawel, Z parce que nous sommes dans l'observation. Nous connaissons la police qui est simplement obligation d'arrêter le monde, de mettre dans garde à vue. Après 48 heures de temps, il doit envoyer devant la justice. Moi-même personnellement, c'est le constat que m'a fait que de jour en jour, les amis après territoire, comme ça tout, l'État a couru. L'État a couru. On y a là une question de comme le tribunal l'a trouvé dans la juridiction de Port-au-Prince. Nous d'accord, on va mettre constater dedans, pas de bureau. Droit n'est pas de bureau, commissaire gouvernement pas de bureau. Et puis après tout le monde qui vient porter plainte, après tout commissaire au campé, en beau galerie, on m'a demandé que comme M. Azamio déjà fait mes pays, qui ont fait mes lettres, demander à avocat barreau de Port-au-Prince pour parler de CPJ à la immédiation. Un avocat cabinet personnellement qui fait 2 semaines pour le voir au monde qui il dit mon en observation. Les récits dans garde à vue, il dit mettre qu'on est dans garde à vue ou pour qu'on ait toujours c'est les attendre. Je veux dire c'est droit mon cap violé. Mais ces amis ont violé droit moun et puis moun qui dit autorité ont violé droit moun. Moi-même je ne peux jamais accepter avec toutes mes menaces qui sont sous dôme, menaces que je connais monsieur ça et les policiers de la DCPJ ont fait sous dôme. Mais normalement, nous ne pouvons jamais accepter ça. Ce semaine là, je dis, c'est parce que je suis voyager le 12 mars et je suis arrêté une dame dans l'époque là, je suis arrêté tout parce que je suis avec une dame. Il va accuser nous qui est affilié avec gang, donc, il a transféré nos hanches, des hanches, il a transféré nos balais. Il y a une catastrophe qui était passée mes balais et tout prisonnier sorti, bon moi-même des sorti tout.
Parce que moi, je rends tête à la justice, pour la justice faire suivi. Parce que je crois dans la justice pays. Moi-même, je suis entrepreneur, je business, je fais, je suis dans gang, je suis des armes illégales, je suis des armes, je suis en tête pour la justice faire chez moi. Bon, je arrêté Damnan parce que je arrêté avec Damnan parce que Damnan, je accusé Damnan comme madame gang. Après ça, aucun motif. Qui donc, les policiers ont interrogé, ils ont parlé avec moi, ils ont dit me camper, ils ont dit me virer, ils ont parlé avec l'autre monde aussi. Elle a parlé avec l'autre monde, il dit l'autre monde en bas, et puis il coché non, puis il pas coché. Et il pas coché, on a dit mettre chita. Donc, je senti son droit de coïncidence, il s'est arrêté pour l'autre monde. Ah, il a arrêté 12 mars, il a transféré 15 mars, il a transféré mi balai 27 mars. Catastrophe là passé 31, je sorti, marché à pied sur mi balai, je suis arrivé sur tête mon cabrit, des mon cabrit. Je prends une moto pour 500 gouttes, mettez un bon repos, je vais la caille, et puis je suis venu tête depuis dans demain. Donc, on ne va pas faire suivi sans avocat, il faut qu'on ait un avocat. Je considère avocat, je dis, je décide de venir en tête pour continuer à évacuer avec l'activité, parce que nous sommes hommes bibliques, et business me fait, je ne suis pas habitué à des armes, je ne suis pas dans tout. Donc, nous croyons dans la justice pays, nous croyons dans la justice, que la justice fait lumière sur ce qui passe là. Pas aucun ni de loin ni de près pour moi rien avec eux. Sauf que je suis un business entrepreneur. Mais je suis pini parce que je vis dans le ghetto. Parce que je me dis, je m'habite 145 prolongés Blanchard. Qui problème qui gagne sur mon vivre dans le ghetto? Tout le monde vit dans le ghetto. Moi-même, je dis ça. Moi, je dis ça devant les SDPJ. Autant que toute grande entreprise, la plaine, moi-même qui petit me fait carré vivre la plaine. Depuis toute grande entreprise, lever business et aller, moi-même tout m'a levé petit papier, je m'emploie petit paquet, même quitter tout. Vendre ciment, fait. Ça m'a demandé que la justice fait lumière pour me continuer avec l'activité, parce que je ne peux pas vivre dans le cachet, je ne suis pas un vagabond. Je ne suis pas un évadé. Si je continue à vivre dans le cachet, je vais me évadé, je vais mettre tâche bandit sous moi et je ne vais jamais bandit dans la ville. Suite à transfert de Ocap étant Inge et Balais, bon, nous ça qui est passé en mars étant et Balais. Comme il connaît le dossier là, c'est pour le principe de venir. C'est pour les hélicoptères qui fait pour le camion venir. Bon, il contacte l'avocat, il est en train de rendre tête et de fait, c'est ça qui explique que présence. Il n'y a pas qu'à aujourd'hui là. Moi, félicite lui. Et c'est nous-mêmes comme Haïtiens encore qui pouvons un signal. Montrer que nous sommes prêts pour nous collaborer. Moyennant que l'autorité judiciaire fait travail par eux. Et pour capable retourner dans la vie normale et continuer avec l'activité. Et bien, suivi à qui ça lié. Comme c'était au cas d'arrêter lui. Dans le dossier impliqué là, c'est à ça commune Cité Soleil. Nous connaissons Cité Soleil, il fait partie de la juridiction Port-au-Prince. Et bien si ça fait c'est là, il vient et il offre possibilité pour vérifier si ça reproché d'âme, si lui-même tout a démarché à donne. Parce que jusqu'à présent, pour aucune infraction. Et bien, suivant sa commissaire là, sorti là, il dit là, vous voyez monsieur dans garde à vue. Et le temps pour le faire contact avec le CBJ, pour le carreau sa bagarre. Qui n'a bon genre grand goût, comme dans les Français, ils disent insécurité alimentaire. Et puis pour un monde ça, ils sorti dans la rue, ils ne sont pas sortis pour y apprendre à manger. Ils ne sont pas sortis pour y apprendre à travailler. Ils ne sont pas sortis pour y apprendre à kit. Ils ne sont pas sortis tout pour y apprendre à coq pour y faire business. Mais ils sont plutôt sortis pour dire insécurité, il y a trop pour eux. Donc, il va être un plaisir dans ça. Et l'encourager dans une série de mobilisations. Mais pendant d'avoir encouragé, nous avons demandé à mon canapé spécialement pendant mobiliser toute zone pour sortir. Il faut veiller tout pour ne pas prendre la main. Ça veut dire, pour bandits, partout profiter d'une grande zone dans la main. Il faut veiller tout pour ne pas gagner infiltration. Ça veut dire pour gagner tout masque figure, les amis, entrer, tirer et puis mouvement cassé. Il faut veiller tout avec ces FAIS qui ont un projet pour l'État, projet pour le pouvoir. Donc nous, les pays qui est souhait, on a pris 3 exemples. Premier monde qui apprend ou libre dans ça, c'est Claude Joseph. Mes amis, si Claude non cité comme monde qui a participé dans tous les présidents, ça veut dire tellement nous avons des chances, tellement nous pas nous pas un bon leader, nous obligés à recycler les gens
qui a un dossier. Donc, quand nous grave, et je dis à nous demander, gens qui sont dans la rue, pour faire ça, les jurisprudences par rapport avec les gens qui veulent prendre d'assaut dans le mouvement. Ça. Mais nous, tellement de problèmes leader toujours, nous avons cherché un aide, nous sommes dans la prison pour drogue aux États-Unis. Cap dit c'est révolutionnaire. Il était participé en 2004 dans tous les commissariats, coupé tête policier. Et c'est le premier nègre qui va y penser exemple tous les policiers. Je dis à venir comme révolutionnaire. Comme si nous venions perdre bon sens. Mais nous avons un troisième là encore. Qui c'est ça que chef sécurité palais national là. Les amis, bien entendu. Là, si je cherche un révolutionnaire, pour comme ça comme révolutionnaire, mes amis, finalement, il faut d'accord Haïti pas de chance. Et il faut d'accord que son révolutionnaire, bon, candidat, le côté pour nous là. Comme si Dimitri est là, participer activement, selon ça, la justice dit, dans tous les présidents, libre en prison, qui est-ce qui mettait le dehors, bandit crasé prison mettait le dehors. S'il connaît que innocent pour te protéger la justice, pour te laver, malheureusement, il va ça le faire. Mais c'est des alliances contre le peuple haïtien, contre le pays, là le faire. Et puis je dis, les gars prennent Thomas Sankara comme exemple, les gars prennent Ibrahim Traoré comme exemple. Comme quoi que c'est moun ça c'est modèle. Non. Nous ne pouvons pas prendre deux grands symboles ça pour nous jouer avec eux. Et ça fait matin là, il y a une conférence de presse pour nous dire que là, c'est vrai. C'est bien tout, il faut le mobiliser. Mais pendant la mobiliser, il faut veiller tout malandrin qui veut prendre ou libre sur le mouvement noir à des faits personnels. Et je vais dire un petit exemple. Comment vous n'avez pas un pouvoir ça criminel pour bouler le pays, crasser le pays, tout le monde pour vous et vous dire que je suis président. Donc, je pense que Haïti pense que c'est grave. Mais deuxième bagaille, Vive Haïti avec une force qui veut garder ensemble, c'est le discours du président Capitilla. Monsieur, je ne suis pas convaincu du tout. Je parler, le déparler. En fait, quand tu ne vas dire rien, alors que le problème misère est toujours là, le problème grand est toujours là, le problème de la vie chère est toujours là, le problème de la sécurité est toujours là. Vive Haïti avec une force qui entend. Et nous sommes quoi? L'homme qui vient parler, il y a trois bagages qui sont annoncés. Un, budget de guerre, combien il y a? Deux, nous allons acheter matériel pour la police avec l'armée. Trois, nous avons révoqué le directeur général de la police et nous avons mis on est qui capable, on est qui valable, qui peut attaquer assassin dans le zoo. Donc, souvenez-vous, ce n'est pas Hollande qui va parler. Et c'est ça qui vient de la cause que le peuple a vu plus fisclé, il dédoublé, qu'on y a là, la demande d'émission tout le monde. Donc, je dis, est-ce que ce modèle discours ça que le peuple a envie d'entendre? Nous parlons de quoi? Concernant l'insécurité, monsieur, ça fait nommer Rameau, 3 premiers ministres qui passent là. Bon premier ministre qui était déjà avilé publiquement, dit qu'il n'est pas capable de soigner incompétent. Mais je dis, comme si nous avions poté Rameau comme sauveur. Songez là, juin l'année passée, les gens mis Rameau comme directeur général de la police. Tout le monde a une responsabilité Vive Haïti prend pour nous dire à clair, Rameau pas capable, Rameau pas capable, et Rameau n'a aucun résultat de la côté. Mes amis, l'autre monde double en classe. Les deux fait classe, ça est premier pour premier. Je dis à Rameau, il y a plus matériel, il y a plus de unité spécialisée, il y a plus quoi? Monsieur, budget de la police, c'est 33 milliards de gouttes liées qui peuvent passer à 45 milliards de gouttes là. C'est quand il y a de gain, et puis il a perdu. Le policier a perdu la vie. Kenya a vu de nous a perdu la vie. Et puis Rameau toujours dans la tête de la police. Et puis tout le monde a parlé, il a fait silence sur Rameau. Il va essayer de connaître ce silence là. N'a pas dit très bientôt. Comme si Rameau n'est pas responsable. Moi-même, je fais ma manifestation. Moi-même, pour sécurité dans le pays. Parce que moi-même, tout le monde qui était caillé.
Nous tous qui là, nous courons quitter Caillou tout. Parce que ça a passé là, le pays a passé. Mais comment on a parlé de sécurité, on va parler de Rameau. Comme si Rameau va responsable. Rameau va responsable. Et pas lui qui est blindé, et pas lui qui est policier, il va y avoir quoi même. Vous avez fait comme opération. Mais vous avez ramasser le monde de l'opération vraie. Et puis tout comme le poche. Et puis mon a mouru, mon a perdu Caillou, mon a perdu Rameau est en place. Rameau à l'aise, mon pas parler de lui. Il perdu. Il perdu. Sous Rameau, je l'ai formé. Vous savez ça? Sous Rameau, c'est que ça n'est formé. Et sous Rameau encore, bandits ont construit blindé par eux. Ça veut dire qu'il y a même force de frappe avec la police. Et puis nous qui aimons Rameau. Nous qui aimons Rameau. Nous qui aimons Rameau pour nous perdre le pays. Nous qui aimons Rameau pour nous perdre le pays. La faute c'est côté pour nous. Nous perdons Mariani sous Rameau. Nous perdons Gantier sous Rameau. Nous perdons Gressier sous Rameau. Nous perdons Carrefour Aéroport tourné va sous Rameau. Nous perdons Solino sous Rameau. Nous perdons Nazon sous Rameau. Nous perdons Christois sous Rameau. Nous perdons Abri Christophe sous Rameau. Nous perdons Delma 30, Delma 32, Delma 30 sous Rameau. Nous perdons Kesquat sous Rameau. Nous perdons Delma 19 sous Rameau. Nous perdons Nibalais sous Rameau. Nous perdons Sodo sous Rameau. Nous perdons Carrefour sous Rameau. Nous mettons quoi des bouquets et tabac sous Rameau. Monsieur, nous mettons Clessine tout sous Rameau. Vous imaginez, nous, monsieur, tellement qu'on a un plan pour payer. Tellement qu'on a un plan pour payer. C'est un commissaire là. Gauthier, qui était tabac. Yo tellement ouais, monsieur, travail, il fait, il va arrêter le foot dans la prison. Mais je suis là, tabac tout ne va. Clessine tout ne va. Rameau là, on a passé. Et puis, on a parlé CPT. N'a parlé Premier ministre, n'a parlé tout le gouvernement doit aller, mais Rameau va pas aller lui-même. Rameau a prêté. Rameau a prêté. Est-ce que nous connaissons effectivement qu'on rive coup d'État? Vive Haïti a mené une enquête pour nous connaître ça, oui, mais ça bagaille là. Là, nous avons une enquête, nous mettons pieds nous à terre, nous voyons effectivement des coups d'État. Nous voyons effectivement des membres CPTA qui ont un coup d'État. Mais c'est conseiller qui a supporté Rameau, il l'a donné. C'est conseiller qui a aidé Rameau, il l'a donné. Qui veut livrer le pays à Tikal par Tikal. En tout cas, il va être une responsabilité matérielle. Moi, je connais depuis des moments de révocation Rameau parce que tout récemment, on a fait une conférence de presse. Quand on a dit, monsieur, pas capable de voir les résultats de Kabaye. Résultat, nous avons dit ça. Rameau avec toute l'équipe, qui réfléchit comment il va arrêter moi avec Bivon, sous prétexte nous avons des armes automatiques là, nous. Alors que nous sommes toutes les armes automatiques, il va comment aller. Monsieur pas qu'à faire courir, ni pas marron. Dans le marron, des gens qui étaient caïmoués. Ils étaient caïmoués dans la rivière. Pas marron pour monsieur. Monsieur qui est plan pour livrer le pays. Comment vous êtes directeur général de la police? Ou que tout le monde de ça, ou que tout unité spécialisée ça, ou que tout les hommes ça dans le monde, ou que tout comme ça dans le monde. Et puis, ou pas que pas opération, pas opération. Pas une opération comme si on dit là. Ok, on prend exemple. Sous dit ou pas le bouquet. On va pas gagner pas de bouquet. On va pas faire forcer pour pas de bouquet. Alors que je dis, n'est pas goumé pour le Basbim, n'est pas goumé pour le commissariat tabac. Clessine, moun apotre, bandi apotre Kaimoun, tout le monde, rache pour moun, pour le monde. Tout n'est pas dans place yo. Pour la parole Saint-Jean. Moi-même, moi pas vu qui toi qui nèg a venir livrer pays là. Ni pour fiche gaz, ni pour contrat caoutchouc, ni pour contrat batterie. Gon bon nèg qui fait silence là parce que yo gen intérêt personnel yo, y a défendre la direction générale de la police. Ben nous disons ça. Il va dire qu'il n'y a aucun intérêt personnel la défendre. La défendre l'intérêt pays. D'ailleurs, tout le monde connaît que le témoin, que le bureau, nous avons des visas, nous avons des visas encore. Ça veut dire que nous n'avons aucun côté nous avons courir, nous n'avons aucun côté nous avons caché. Et je dis à son honte, pour nous, nous avons regardé tout partout sous la terre. Il y a manque haïtien des gars, il y a 1 milliard haïtiens. Autrefois, la police n'a pas de résultat, nous avons LB qui est dans la tête de la police.
Tout le monde te dit LB te gen relation avec gang yo. Tout le monde te dit LB pas capable. Tout le monde t'a parlé. Mais je dis, bon silence complice. Dans la question de l'amour. Bon silence. C'est comme si il y a des groupes de monde qui vont plan pour monsieur entendre bandi pour casser le pays. Je dis là, monsieur. Nous avons des internationaux là dit et les gars amis prennent 85% contrôle capital là. Monsieur, nous allons bien. En 85%, tandis que 15% les résumés, on s'y botte dans Delma, on s'y botte dans Pétionville. Nous allons nous compte, les gars, pour tout le bagaille dans nous là, toute zone net dans nous. Pas aucune attaque, je dis là, tout criminel à l'aise, il a fait vidéo, comment il a tout le monde, comment il a fait ceci, comment il a fait là, comment il a fait l'autre. Seulement, moi, je dis, le président Fitchan, pour faire arrêter sortir, ou mobiliser des sables pour venir aider la police gourmet. Si nous mobilisons, mettez-moi un homme, parce que côté nous fait arrêter, nous faisons les gaz à cible. Nous faisons les gaz à cible. Ça veut dire, nous ne pouvons pas garder au même genre de garder là. Donc, nous avons une conférence de presse ça, pour nous dire à peu près ici, pas rien changer dans le comportement. Et pas rien déranger tout bon côté. Toujours même amour, même sentiment. Tout ça qui parle dans l'intérêt du pays d'Haïti, vive Haïti, je dis à gagner force quand il bon côté, la bataille en face. Ah bon, entendez ça. Albin connaît en pile dans nous, pour ne pas dire nous toutes. On a même bateau côté nous toutes, à Boumé, à Pouri, qui te caille nous, parce que les examens à Pouri derrière nous. Et dans ce semaine, moi j'ai une chance, dans une visite, nous avons fait dans 2-3 centres, nous avons croisé avec 2-3 journalistes. Qui laissait la caillou, parce que bandit pillé caillou, boulé caillou, journaliste caillou, c'est dans le sentier à vivre tout. Donc, son problème général. Problème général, ça. Qui côté sorti, qui a créé. Il sortit dans l'État haïtien créé. Et l'international a participé, dans mettre dans sa guerre là, parce que c'est eux qui étaient entendus sous Jovenel. En parlant des BINU, par l'intermédiaire de Mme Laline, avec complicité, nouveau directeur général de la police là, nous mis le rapport pour mettre Genève contre. Je dis à l'État qui était là, mais qui côté le mène nous. Nous avons plus de hasard. Et c'est comme si la police a dit, mais quand il était mon azam, il tué, dans le dit de monsieur bon directeur dire que ouais plus. C'est comme si ça la police dit tuer, sans laisser mettre la police, mettre les chiffres, mettre sous bandit ou les gars qui étaient là, les gars, viennent plus pour nous. Finalement, nous demandons qui côté nous aller, qui côté nous sortir. Nous constatons 3 avril 2024, après le départ Ariel, un groupe citoyen dans le pays qui a toujours monté au créneau, a dénoncé Ariel, a fait proposition, nous te prêts, à travers le leader, ça on a gagné un petit changement qui t'a opéré dans le pays. Oui, nous-mêmes, tous, nous faisons partie de nous qui avons critiqué Ariel. Mais lorsque l'international, là, à travers CARICOM, il trié 2-3 leaders, 2-3 groupes, il dit que nous mettons tête ensemble pour voir comment on a fait pour résoudre le problème du pays. Il va nous 9 présidents. Nous avons là, nous disons 9 présidents qui côté nous avons comme pour nous payer 9 présidents. Malgré ça, nous allons là. En comprenant,
par rapport avec responsabilité au débat tête, nous dit ah, nous ça va assembler, il va faire une volonté solution. Il rentre dedans Shanghai sans présence de la presse, c'est sorti, il vient dire nos messages au l'intérieur, il va être un mandat. 2 ans. Pendant 2 ans, ça, il dit nous va résoudre le problème de sécurité. La fin de la sécurité, fini résoudre le problème de sécurité, nous allons avoir une conférence nationale. Pour que tout petit pays a pour chiter ensemble, pour dire qui mode pays nous voulons, qui mode société nous voulons construire. Et l'heure fini, pour nous mettre sous papier, pour l'autre génération qui a fini, pour qu'on dise ça qui est pour nous. C'est organiser élection et constitution. Sortir dans l'élection, sortir dans et constitution, et puis pour nous dire, constitution dit, mais qui vote élection de faire dans le pays. Nous sommes d'accord avec eux. Parce que nous avons une bonne volonté. Mais volonté assemblée son volonté pour poche. Parce que je dis à la côté de la palière. La majorité des gens qui sont dans ces BTA. Puis il faut contrat dans l'État, c'est petit, madame, mari, l'argent qui a boissé dans l'État, je dis. Si on a une firme, soit nationale ou internationale, c'est prêté au pété noir pour faire. Madame, le petit, mari, finit sous donne. Malgré toutes les vécans que la société a fait, pour ne parler des corps services d'intelligence, pour se prêter à la comme ça, on ne sépare la 9 monde, pour mettre nos services, force l'audio dans le pays. Ils ne sont pas occupés, nous. Ils continuent à manger comme là. Je dis à mes qui vont dire, nous tellement pris d'assaut. Les gars, ça veut prendre nous à terre. L'international là, pour nous aller. Les gars, ça prend nous ni à terre ni sous la mer. Nous avons quelque chose de faire là. L'international là, comme complice, comme auteur intellectuel de ce qui a passé dans le pays, il fait nous dans l'air. Avion va voler. Donc, nous mettons nous dans une situation, côté nous, il y a nous pas qu'à courir et nous pas qu'à voler tout. C'est quand on dit nous camper pour mourir là. Il n'y a pas le 12 janvier pour ne pas exister même. Mais avec bravo, peuple haïtien, nous camper. Mais ça pas assez. Nous avons une balle nous bandit. C'est 600 balles à la ville là, nous besoin. Nous avons la ville nous. Mais si nous avons la ville, nous avons pour qui ça a tué tout le monde ça. Regardez ça qui a passé Mibale. Regardez ça qui a passé Soto. Pour le sénateur de la République, fait 3 ans président Sénat. 3 ans président Sénat. Même quand il dit qu'il va épargner dans Soto. Nous voulons parler des anciens sénateurs de Racine Montisa. Et là, pour nos situations, on ne sait pas qui monde pour aller. Là, on laisse péter, on va dire, il va ça pour faire, par contre, ça pour faire. Mais c'est quoi? Là, le directeur général de la police parle ensemble avec lui. Il dit lui-même, bah, ça, c'est pas sous responsabilité. Responsabilité qui est? Police nationale là, il est là pour servir et protéger la population. Ou là pour servir même dans la nécessité pour aller au point de vue. Ou là pour prendre sécurité, c'est pour ça de payer. Police nationale là, ils ont démissionné. Mais pour qui ça, je dis à la. Nous avons même directeur général ça dans le pays là toujours. Donc, nous venons comprendre, 1 an CPTA, c'est 1 an 0 barré. Pas aucun résultat. C'est ça que fait. Nous sortons avec la population, nous avons une bataille à mener. Nous nous déplacons. Nous voulons parler des carabiniers, nous voulons parler des solides, Christois, NASA, etc. Nous faisons attention à la bataille contre les Examio pour 2 mais si Dieu veut, pour ce pas les Examio pour un pouvoir qu'on a pour tirer plus facile. La bataille à faire, c'est une bataille qui est noble. Mais il faut faire attention.
faut que nous fassions attention. Pas mettre dans tête nous, malheureux qui dans la rue, tout le monde qui est avec nous, il a mené le même combat avec nous. Nous-mêmes, nous avons bataille contre les bandits, nous avons bataille contre les razzas, contre la sécurité. Mais il y a deux personnes dans le temps, c'est un envoyé spécial qui a acheté Cairo. Particulièrement, Michel Malfini et Laurent Gadon. Et c'est eux derrière toute bataille et sécurité qui est là en notre pays. C'est eux qui ont mené. Ils ont pris non, c'est l'objectif. Parce qu'ils ont osé le droit pour demander 4,2 milliards de dollars. Vagabond gaspillé au volet, comme quoi pas de droit. Et comme conséquence, comme résultat, il a fait payer pour ça. 4,2 milliards de dollars, nous exigeons à PHTK pour remettre nous qui ont été volés. On va bien sûr procéder au lancement. Au projet, on va parler du projet de promotion et d'appui aux start-up agricoles. Et je dois vous dire que je suis tout à fait honoré d'être parmi vous pour procéder au lancement de ce projet, dans la mesure où il constitue l'un des piliers majeurs au niveau de ce secteur qui, bien entendu, bat de l'aile, ce secteur qui est confronté à un ensemble de problèmes d'ordre, en tout cas des problèmes multidimensionnels. Donc, le présentateur l'a dit, le secteur agricole fait face à de multiples difficultés, à de multiples contraintes. Des contraintes liées à la gouvernance, des contraintes liées à des aspects techniques, des contraintes liées à l'insuffisance de ressources. Je veux parler de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles, des contraintes, si vous voulez, liées à cet élément important qui, bien entendu, peut en une fraction de seconde, mais à mal le secteur, en tout cas, qui en une fraction de seconde peut saper les bases maîtres de l'économie nationale. Je veux parler des changements climatiques. Donc, l'agriculture, en dépit de tout, contribue significativement au PIB du pays. Donc, les statistiques, les unes plus précises que d'autres, en tout cas, rapportent que le PIB se situe entre 20 et 25%, en tout cas pour ce secteur, par rapport à l'ensemble, par rapport au PIB, je dirais PIB global. Alors, il y a le directeur général qui vient d'arriver, je le salue. Donc prenez siège, monsieur le directeur général. Donc, et au niveau de ce secteur, si vous voulez, il est rapporté que près de 60% de la population se donne, en tout cas, évolue au niveau de ce secteur. Naturellement, ce chiffre peut être discutable, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui se consacrent à l'agriculture. Mais nous avons dit tantôt que l'agriculture est en train de, si vous voulez, en tout cas, faire face à de nombreuses contraintes. Donc, il y a nécessité à ce que, bien entendu, les produits issus de ce secteur soient, bien entendu, valorisés de manière significative, puisque, à côté de cette question, en tout cas de cette problématique de sécurité alimentaire,
eh bien ce secteur, si vous voulez, doit faciliter, en tout cas doit générer des revenus. Ce secteur doit créer des emplois. Ce secteur, si vous voulez, doit avoir une importance capitale dans l'économie nationale. Donc, le ministère, si vous voulez, est en train d'envisager un ensemble de mesures et le ministère est en train de développer un certain nombre de mécanismes devant lui permettre, bien entendu, de valoriser significativement les produits issus du secteur agricole. Donc, ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, on veut bien entendu mettre le paquet sur l'accompagnement, l'encadrement des startups, dans la mesure où, avec ces startups, il nous faut bien entendu, dans le cadre de développement des filières, eh bien, les startups doivent nous aider à augmenter la valeur ajoutée. En tout cas, les startups doivent donner beaucoup plus de sens à ce secteur. Donc, je suis conscient que la voie de l'entrepreneuriat n'est pas sans contrainte. Le financement et l'accès au marché constituent entre autres des facteurs de blocage. On doit l'admettre avec moi. Et des facteurs de blocage très évidents. C'est pourquoi le ministère, sous mon leadership, œuvre sans relâche à rechercher, à développer et à mettre en place des solutions et de partenariats pour améliorer l'accès aux ressources financières et créer un environnement propice à l'essor des startups et des entreprises agricoles en général. En collaboration avec d'autres secteurs du gouvernement et avec celle des partenaires sectoriels, notre ministère capitalisera sur cette expérience afin de s'engager définitivement dans le renforcement d'un écosystème agro-entrepreneurial tout à fait louable. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de discourir davantage, puisque l'heure est à l'action. Et ainsi donc, nous demandons, bien sûr, au directeur de l'UPISA de faire tout ce qui est, en tout cas, en ses capacités, de promouvoir, de faire en sorte que ce projet, en tout cas, soit un élément phare dans le développement du secteur agricole, soit un élément phare pour le ministère. Puisque, en définitive, avec les startups, comme je l'ai dit tantôt, nous devrions créer des emplois. Nous devrions améliorer la valeur ajoutée. Nous devrions générer des revenus. Nous devrions générer de la richesse. Et avec les startups, nous devrions, si vous voulez, en tout cas conquérir des marchés niches. Donc, ce qui veut dire que le lancement de ce projet répond bien, en tout cas, vient à point nommé dans la mesure où il s'inscrit fortement dans cette dynamique que nous sommes en train de développer au niveau du ministère, de manière que l'institution puisse encore redorer son image et que l'institution puisse démontrer qu'il est important et que normalement il peut contribuer significativement, si vous voulez, au PIB national. Donc sur ce, je vous remercie. Je remercie tout le monde en particulier et je sais que vous tous, vous allez vous mettre à la brèche, vous allez travailler pour que nous, en tout cas, nous gagnions cette bataille de faire en sorte que le secteur agricole puisse répondre significativement, en tout cas, à sa mission. Donc, ceci étant dit, je vous remercie et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès à ce projet de promotion et de lancement des startups en Haïti. Merci bien. Au nom du ministre, je vous souhaite la bienvenue ce matin à cet atelier de restitution qui traite de l'étude portée sur l'impact de la crise sur les opérateurs de l'industrie touristique.
c'est bien malheureux que pour ouvrir cet atelier, nous sommes sur un ensemble d'événements qui ont précipité l'industrie dans une situation, bon, difficile est un mot encore assez terne pour décrire la situation. Et ce matin encore, le ministre devait réagir sur des événements récents et fâcheux et malheureux qui affectent encore un certain nombre d'opérateurs et pas des moindres. Je veux parler de cette installation hôtelière que nous connaissons probablement tous, qui est le Mont-Sel, mais avant cela, des installations hôtelières à Mirbalais, avant cela, des installations hôtelières à Port-au-Prince. Je peux citer le Marcelin, je peux citer l'hôtel Olofsson, qui ont été le théâtre de scènes indescriptibles. Mais encore ce matin, nous voilà dans une situation où nous devons présenter ce tableau, même si difficile, mais c'est un exercice important, car il s'agit de poser les problèmes et de les poser correctement, avec méthode, et surtout d'y répondre avec autant de précision. Et en saisissant les opportunités qui se présentent, mais en prenant le soin de bien définir les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est ainsi que ce matin, nous voilà réunis, et pour mettre en avant un ensemble d'éléments qu'une étude diligentée par le ministère du Tourisme a produite pour justement bien cerner, bien cadrer le problème auquel nous faisons face en tant qu'État, en tant que nation et en tant que citoyen, mais particulièrement pour ce qui concerne l'industrie touristique. Et donc, sans plus tarder, je vais donc passer la parole pour les propos d'ouverture au ministre John-Éric Dessos, que j'invite sur la tribune. Merci. Nous remercions le ministre Dessos pour ses propos bien placés et éloquents. Mais juste avant de passer aux éléments suivants de notre agenda, je vais vous inviter à vous tenir debout pour honorer ce matin notre bicolore, car nous avons fait une petite entorse au protocole, mais que nous allons rétablir. Nous allons donc entonner le premier couplet de la Dessalinienne, pour le pays, pour les ancêtres. La justice blaye sous pays. Nous bon drapeau pour tout faire. C'est pour nous remettre, mourir pour lui. C'est pas de blanc, t'es fait nous, c'est sans ancêtre, nous qui t'es coulé,
émouvant. Vous tous, vous toutes qui êtes ici présents à vos titres, rangs, grades et qualités, vous allez comprendre que j'ai le déplaisir et la responsabilité de devoir adresser à votre propos mes mots de solidarité envers tous les établissements de l'industrie touristique qui continuent d'être affectés par la longue crise haïtienne que nous avons créée et que nous continuons d'alimenter. Malheureusement. Cet atelier, nous le réalisons donc dans un climat d'incertitude, mais particulièrement difficile. Difficile au point que d'aucuns pensent qu'un ministre du Tourisme ne devrait pas avoir la latitude d'agir et d'intervenir en Haïti à cause de ce climat d'insécurité qui a tendance à passer pour le problème principal d'Haïti. À tort, d'ailleurs. À tort parce que si nous allons droit uniquement vers l'insécurité, si nous concentrons nos efforts et toutes nos énergies à résoudre le problème de l'insécurité, il y a fort à parier que demain matin, après avoir résolu cet épisode de l'insécurité, nous allons encore droit vers une situation chaotique. Parce que l'insécurité que nous avons actuellement en Haïti est le résultat de trop longues années d'irresponsabilité de la société tout entière par rapport à un certain nombre de problèmes que nous avons. Problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes de gouvernance en particulier. C'est effectivement un climat sombre qui nous interpelle, mais heureusement, au milieu de ce climat, le ministère du Tourisme, depuis un certain temps, a compris qu'il faut y appliquer le sens de responsabilité. Et c'est justement le sens de responsabilité qui est l'un des éléments particuliers qui nous rassemble ce matin, l'un des éléments particuliers qui nous a conduits à réaliser cette étude sur l'effet de la crise, je dis toujours avec précision la trop longue crise multidimensionnelle qui gangrène la société haïtienne. En effet, depuis 2018, nous avons eu nos premiers chocs avec les pays LOC. Et remarquez que juste avant les pays LOC, une tendance particulière à la relance de l'industrie touristique apportait une lueur d'espoir en Haïti. L'année 2018 coïncide à celle où en Haïti nous avons reçu plus d'1 million de touristes, 1 333 000, incluant les croisiéristes. En 2018, l'Abadi, à elle seule, a accueilli plus de 800 000 visiteurs, générant plus de 600 millions de dollars américains dans l'économie. En 2018, on s'apprêtait à boucler une période où on travaillait sur de grands projets de développement de l'économie touristique, de grands projets dans le sud, de grands projets dans le nord. Et depuis 2018, la crise, et je dis
a frappé le pays, a frappé de nombreux secteurs. Et comme l'industrie touristique est multisectorielle, cette particularité qui, dans d'autres contrées, fait l'importance de l'industrie touristique, fragilise aussi cette industrie chez nous. Parce que lorsque le transport est affecté, lorsque les hôtels sont affectés, lorsque la restauration est affectée, clairement, les revenus qui pouvaient être générés par l'ensemble de ces activités et qui auraient permis, dans une logique de redistribution de richesses, la création des emplois, ces revenus ne sont pas au rendez-vous. Nous avons mis du temps pour rencontrer les acteurs. On les a rencontrés et un processus bien spécial nous a permis non seulement d'identifier les effets, mais aussi de relever les éléments de stratégie qui pourraient nous permettre de nous attaquer aux effets induits à côté des effets directs. Je vous invite à comprendre que parce que l'industrie touristique est multisectorielle, il n'a pas été facile de conduire cette étude d'effets parce que cette étude ne relève pas d'un cas classique. Et parce que la crise haïtienne, elle est particulière, ça crée aussi d'autres possibilités pour des biais dans toute étude des faits de crise comme celle que nous connaissons encore. C'est avec beaucoup d'émotion que je tiens ce micro, parce qu'au fond de moi, je suis très en colère contre la crise, et comme je l'ai dit ce matin, je suis très en colère contre cette situation qu'a décodé pendant que nous-mêmes n'avons codé. Depuis un certain temps, nous continuons à dire qu'il faut changer ce narratif négatif qu'il y a sur Haïti. Parce qu'Haïti est un joyau fait pays. Il y a un narratif négatif au niveau international qui est alimenté, je ne sais pas par quelle intention, et il y a aussi des actes en Haïti, il y a aussi une situation en Haïti qui participe à alimenter ce narratif négatif. Alors que nous sommes en train de dire qu'il faut changer le narratif, alors que nous sommes en train de travailler avec les leaders d'opinion et les groupes d'influence, pour voir comment changer ce narratif, il y a des actes qui arrivent et qui continuent à assombrir ce tableau qui est décrit dans ce rapport qui va vous être présenté tout à l'heure. Alors que nous sommes en train de dire qu'il faut beaucoup plus d'infrastructures touristiques dans le pays, alors que nous sommes en train de dire que pour développer une offre touristique diversifiée, il faut beaucoup plus de chambres d'hôtels à standard international, nous sommes en train de dire qu'il faut travailler dans nos aéroports pour améliorer l'accueil et donc l'attractivité du pays. Alors que nous sommes en train de nous préparer avec nos différents projets, nos différents chantiers d'investissement pour que très bientôt nous soyons sur le terrain vers la mise en chantier du pays, parce que nous croyons que cette mise en chantier est peut-être un élément important dans le cadre d'une stratégie de relance de l'économie pour créer des emplois dans l'immédiat. Alors que nous sommes en train de le dire, il y a encore des actes qui continuent à fragiliser l'industrie touristique, qui est l'industrie aujourd'hui la plus importante pour l'économie nationale. Je vous invite à être tout oui, à suivre la présentation qui sera faite, et en déposant ce micro, je voudrais que vous vous souveniez pendant toute cette journée et pendant les jours à venir que nous avons besoin d'intelligence et surtout de solidarité pour sortir de ce marasme. C'est une responsabilité collective et commune qui ne compte pas uniquement à l'État, évidemment qui incombe à l'État en particulier, qui incombe aux responsables que nous sommes au niveau de l'État en particulier, mais c'est une responsabilité collective. Je vous remercie.
incluant les croisiéristes de l'Abadie. En 2015, on a commencé avec 515 804 visiteurs et en 2022, on a eu justement une baisse vraiment vertigineuse de 71%. Deuxième impact est fait de manière générale. On a assisté, après 2023, que la majorité des hôtels ont eu un taux d'occupation sensiblement égal à 10%. Et troisième indicateur, 80% des entreprises de l'hôtellerie ont licencié en moyenne 66% de leurs effectifs. Maintenant, allons mettre les constats par sous-secteur. Et nous allons faire un focus sur le sous-secteur hôtellerie et hébergement. On résume, on a un taux d'occupation en baisse, sensiblement égal à 10%. Les chiffres d'affaires en baisse. La majorité des hôtels, grands, moyens ou petits, en moyenne, ont eu une chute de 50%. C'est-à-dire des entreprises qui autrefois faisaient entre 100 000 et 500 000 dollars ont constaté une chute drastique de 50%. Et sur le nombre d'employés, encore en baisse, on a une chute de 60%. C'est-à-dire, sur chaque 10 employés présents dans les hôtels ou restaurants, 6 d'entre eux ont été licenciés. Toujours, ces notes-là ont été prises justement lors de l'atelier. Ce sont les faits que les acteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont pointé du doigt. On peut lire ensemble. Ils ont dit: avant cette crise, environ 15 000 visiteurs nationaux et internationaux s'épanouissaient dans notre établissement pour les festivals. Deuxième point, 15 000 visiteurs pour maintenant moins de 100 visiteurs à l'époque. Et en 2023, il y avait une seule chambre, selon leur dire, qui a une seule chambre occupée par des touristes. Donc on est passé de 15 000 à 0. Deuxième fait que les acteurs, encore une fois, ont pointé du doigt, la côte des Arcadiens enregistrait environ 650 chambres d'hôtel pour un chiffre d'affaires de près de 95 millions de dollars. Du coup, on est vraiment dans une logique de variable, c'est-à-dire le nombre de visiteurs varie, c'est-à-dire le chiffre d'affaires varie en fonction des visiteurs. S'il y a une baisse drastique des visiteurs, bien entendu, on est à un constat d'une perte, justement, un manque à gagner de près de 95 millions de dollars, uniquement généré par la côte des Arcadiens. Impact par ce secteur, maintenant on va dans le transport. Le transport, c'est un maillon essentiel de la chaîne touristique. Et sans surprise, si les touristes ne viennent pas, les moyens dédiés aux touristes, les moyens de transport dédiés aux touristes, tournent à vide. Dès 2019, l'activité des sociétés de location de voitures, bus touristiques, navettes, a chuté d'environ 75%. Les minibus que les touristes louaient ont vu leur clientèle étrangère disparaître. Deuxième point, après la COVID-19, ou pendant le COVID-19, pardon, il n'y avait plus aucun navire accosté à l'Abadie à partir de fin 2019. Et justement, l'Abadie, pour la zone nord, représente le point essentiel qui génère beaucoup plus de revenus pour le nord, entre autres. Et en 2020, donc on a été voir le transport via les bus. Et en 2020 aussi, à cause de la fermeture des aéroports, qui a cloué justement les avions au sol, il est difficile pendant cette période-là pour que les touristes viennent visiter et justement, par effet multiplicateur, louent des chambres d'hôtel, prennent le service du guidage touristique
participent à des événements. Donc tout cela a enchaîné justement une vague de pertes pour tous les sous-secteurs impliqués dans l'industrie touristique. Du coup, pour le transport particulier, en résumé, ils ont dû dépenser près une hausse des dépenses de 25%. Et ces dépenses-là ont été faites surtout pour assurer leur sécurité. Lors de la présentation, l'un des acteurs principaux de l'industrie touristique a affirmé dans leur flotte qu'ils ont perdu près de 25 véhicules. Et vu les difficultés d'accéder au Grand Nord et au Grand Sud par le moyen terrestre, les touristes ne louaient plus des voitures. Donc, en même temps, ils ont entamé des dépenses en sécurité, c'est-à-dire pour assurer leur sécurité, et en même temps, il y a une forte baisse de 75%, déjà à cause des vols et aussi à cause des axes routiers bloqués par les gangs armés. Et qui justement, qui dit demande en baisse, on a eu aussi affaire à un chiffre d'affaires en baisse. Et qui dit chiffre d'affaires en baisse, dit aussi manque de moyens nécessaires pour ces acteurs-là de renflouer leurs dettes, de payer leurs employés et qui participent de ce fait à une réduction de l'effectif, de leur effectif. Qu'est-ce qu'ils ont dit lors de l'atelier? Ils ont dit, avant la crise, un concessionnaire de voitures vendait en moyenne par année 1000 voitures au maximum. Mais aujourd'hui, il faut 4 concessionnaires pour vendre ensemble les 1000 voitures. Donc, ce que un concessionnaire pouvait générer à lui seul est généré par 4 concessionnaires. Peut-être généré par 4 concessionnaires. C'est troublant. Maintenant, passons événements et loisirs. Et vous pouvez le constater, le tourisme n'est pas seulement dormir à l'hôtel ou se déplacer. Ce n'est pas uniquement l'hôtellerie et le transport. Mais c'est aussi vivre des expériences. C'est aussi participer à des événements. C'est aussi vivre, ressentir la culture locale. Or, depuis 2019, l'agenda événementiel haïtien s'est vidé. Les grands festivals musicaux, comme le Festival de Jazz de Port-au-Prince, ont dû annuler ou ont été faits dans des éditions spéciales, soit avec un public restreint, etc. Les grands congrès internationaux aussi, qui devaient se tenir à Pétionville, ont été passés en visioconférence. Du coup, il y avait peu d'activités pour les acteurs de l'événementiel. Ils ont organisé moins d'activités, déjà à Port-au-Prince, vu l'insécurité, et aussi pas de possibilité pour que soit les acteurs, c'est-à-dire les artistes, les DJ, de se déplacer aisément pour aller et participer à des festivités dans les zones rurales ou bien des zones en dehors du département de l'Ouest. En résumé, quels ont été les effets? Ils ont dû licencier environ 45% de leur effectif. On n'a pas des informations sur la demande pour l'instant. Et ça a causé, encore une fois, un chiffre d'affaires de moins de 50%. Mais sur cet indicateur-là, en particulier, il faut souligner que quand on parle de baisse drastique de 50% en termes de chiffre d'affaires pour les hôtels, pour les restaurants, ce n'est pas la même situation pour les agences événementielles. Parce qu'ils n'ont pas la même structure. Les hôtels sont beaucoup plus grands que les agences événementielles. Du coup, une baisse de 50% de leurs revenus, c'est vraiment une situation catastrophique pour eux. Parce qu'environ
suivant les informations que nous avons obtenues, ils avaient l'ensemble, un chiffre d'affaires de moins de 200 000 $ américains, contrairement aux hôtels qui ont un chiffre d'affaires en moyenne de 100 000 à 500 000 $ américains. Donc, quand on parle d'une baisse drastique de 50%, on parle d'un chiffre d'affaires qui va en deçà de 50 000 $ américains l'année. Donc, il était beaucoup plus difficile pour eux de renflouer leurs dettes, de payer leurs effectifs respectifs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, clairement? L'insécurité galopante décourage le travail des tours opérateurs dans le pays et limite les grands déplacements de l'accessibilité dans le Grand Sud et le Grand Nord. Stratégie d'adaptation. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme stratégie d'adaptation? Et comme nous pouvons le constater, à chaque fois, ce qu'ils ont fait, c'est de réduire leur effectif. Du coup, c'est de réduire drastiquement leurs coûts en personnel, en technicien et autres. Et parfois, dans un hôtel, un réceptionniste était amené à être concierge, comptable, tout en même temps. Parce qu'il fallait faire cette réduction drastique pour faire face à cette crise-là. Deuxième point essentiel, ils ont fait une réadaptation du modèle d'affaires. La plupart. Par exemple, on peut prendre comme cas le paradis haïtien qui a dû se concentrer sur les touristes locaux qui ont développé justement des expériences locales. Vu qu'il n'y a pas d'arrivée de touristes étrangers, donc ils ont dû changer de stratégie et mettre le focus sur les locaux. Et c'est la même situation, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour le transport, qui ont dû changer de stratégie et justement faire une réadaptation de leur modèle d'affaires. Troisième point, qui est intimement lié à la réadaptation du modèle d'affaires, ciblage de nouvelles clientèles. Du coup, il n'y avait plus question justement de préparer des offres pour les étrangers, c'est-à-dire réduction dans les prix des chambres d'hôtel, et on parle d'offres en famille, pendant le week-end, en jeudi, vendredi. Donc ils ont dû se concentrer davantage sur les touristes locaux, puisque ceux de l'étranger ne pouvaient pas venir, soit à cause de l'insécurité, soit à cause du blocage des aéroports, ou soit à cause de l'interdiction tout court de voyager pratiquement, soit pendant le Covid-19. Et en quatrième stratégie, ils ont proposé une restructuration financière. Déjà, grâce au circulaire de la BRH aussi, qui autrefois concernait uniquement les entreprises du sous-secteur de l'hôtellerie, a permis aussi directement à ces entreprises-là d'avoir accès à des prêts à un taux plus intéressant que d'autres. Donc, quand je parle de restructuration financière, je parle aussi de cette stratégie que les acteurs ont dû mettre au point pour échelonner la dette sur de plus longues périodes et justement faire en sorte que l'annuité ou la mensualité soit beaucoup plus basse et justement pouvoir faire face à cette crise-là. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est ce que nous voulons présenter là, c'est ce que les entreprises ont fait. Mais l'État en lui-même, l'action publique, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a proposé justement? Il y avait des lacunes de l'action publique. Déjà, on était face à une
à des blocages routiers au niveau de Martissa, la situation ne s'est pas améliorée. Du coup, comme Monsieur le ministre l'a si bien dit tout à l'heure, le fait que le secteur, l'industrie touristique est multisectorielle, c'est cette hausse-là de l'insécurité, ces blocages routiers ont directement affecté toutes les activités des différents acteurs de l'industrie. Du coup, le fait que vous quittez Maleng dans une salle tournée, le fait qu'ils n'ont pas porté assistance illico à la police ou aux personnes déplacées, ça a dû exagérer toute la situation et à chaque fois, on est appelé à faire face à une crise beaucoup plus sévère. Deuxième point, un soutien financier quasi inexistant. Suivant les dires des différents acteurs, encore une fois pendant l'atelier, il n'y avait pas de mécanisme d'accompagnement ciblé, sinon le circulaire lancé par la BH, il n'y avait pas d'autres mécanismes d'accompagnement, des mécanismes financiers pour accompagner justement les acteurs les plus affectés par la crise. Mesures tardives et un manque de coordination. La crise, l'industrie touristique est multisectorielle. Du coup, toute solution doit être coordonnée entre les différents acteurs impliqués. Ce n'est pas directement le ministère du Tourisme qui doit résoudre l'insécurité, mais si on a une solution à proposer pour l'insécurité, ça doit prendre en considération aussi les recommandations du ministère du Tourisme.